Alors, on va maintenant parler d'un... On va continuer donc, dans le cours précédent. Nous avons vu les fonctions et nous avons vu comment bah, les déclarer et tout ça, les manipuler, comment découper en fonctions et tout ça, et quelle était la portée des différents types de variables. D'accord? On avait les variables globales, les variables locales, tout ça, on a vu leur portée. Mais la question qui était restée en suspens, c'était de savoir comment modifier le contenu de plusieurs variables lors d'un seul appel de fonction. Alors la réponse à cette question nécessite en fait de parler des pointeurs. Voilà. Alors les pointeurs, vous devez savoir que c'est peut-être l'une des notions les plus compliquées qu'on puisse voir en informatique. Alors en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais disons que c'est une notion qui va heurter un certain nombre d'étudiants. Dans le sens où c'est une première barrière, une première frontière que certains étudiants n'arrivent pas à dépasser. Donc vraiment, soyez très attentifs et mettez-vous un peu en mode combat pour bien comprendre ce que c'est qu'un pointeur, parce que c'est vraiment une notion que vous devez comprendre. En particulier, si on a considéré si on a décidé de vous faire cours en langage C, c'est justement parce qu'il y a cette notion de pointeur et qu'elle va, si vous la comprenez, ça vous sera extrêmement profitable dans la suite de vos études en informatique. Voilà. Alors, donc cette notion, elle va vous poser problème. Parce que techniquement, à manipuler, c'est pas simple. Et aussi, ça va vous demander parfois de réfléchir un peu plus. Et donc, malheureusement, il sera très facile de commettre une erreur d'inattention. Et du coup, d'avoir des programmes qui ne fonctionnent pas comme attendu. Alors le problème, c'est que jusqu'à présent, quand vous écriviez un programme et que ce programme ne faisait pas ce que vous attendiez, le pire qui puisse arriver, c'était quoi? Bah, le pire qui puisse vous arriver, c'était que le résultat affiché ou retourné par une fonction n'était pas correct, c'est tout. Or là, si on se trompe avec des pointeurs, on peut faire planter le programme. Ça vous est tous déjà arrivé d'avoir un programme qui plante. Hein, sous Windows, ça vous fait un écran bleu avec paf, erreur mémoire. Ou alors il y a Windows a arrêté un programme, voulez-vous envoyer le rapport? Bref, ça vous fait des choses un peu étranges. Et ça, c'est une erreur de mémoire et c'est assez violent parce que ça peut vraiment faire planter votre ordinateur. Alors, je vous ai mis deux exemples d'échecs célèbres, enfin d'erreurs de programmation de pointeurs assez célèbres. Et dans le cas du deuxième, je vais même vous raconter l'histoire en plusieurs fois parce que vous aurez l'explication de ce qui s'est passé un peu plus tard. Alors quand on a envoyé le rover Curiosity sur Mars, ben, il se trouve qu'il y a eu une erreur de programmation dans le robot et que il a planté. Et il se trouve que cette erreur, elle était liée au pointeur, parce que justement, même quand on est une équipe de développeurs chevronnés, on peut faire des erreurs en manipulant des pointeurs. Ça va très très vite, et c'est des erreurs qui sont tellement subtiles qu'on peut ne pas les voir tout de suite, même si on est une équipe de 10, 15, 20 personnes, et que tout le monde essaie de chercher la petite bête. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple. Le problème, c'est que si vous faites planter votre ordinateur, vous le redémarrez. Mais quand votre ordinateur il est situé sur Mars, vous pouvez pas aller le réparer. Donc ça pose un léger problème. Alors bon, il se trouve que là, dans ce cas-là, le rover Curiosity, il y a un mode sans échec hein, qu'on peut redémarrer à distance. Et même, il y a un mode sans échec, du mode sans échec, ce qui fait que même si le mode sans échec plante, vous pouvez encore récupérer la main sur le robot. C'est juste que c'est quand même un peu pénible d'avoir réalisé une erreur de programmation qui fasse planter le robot alors qu'elle est à une distance incroyablement grande. D'accord? Vous imaginez bien que l'enjeu
est compliqué. Et ensuite, l'autre exemple célèbre, c'est le premier vol de la fusée Ariane 5. D'accord? Donc Ariane 5, Ariane, c'est un lanceur européen, d'accord? Et qui permet d'envoyer des satellites en orbite, etc., etc. Et là, lors du premier vol d'Ariane 5, donc qui était la nouvelle version, avant on avait Ariane 4 qui fonctionnait parfaitement, mais qui ne permettait pas d'envoyer des satellites aussi grands que ce qu'on souhaitait. Donc on a créé un nouveau lanceur, plus grand, voilà, qui permettait d'envoyer des objets plus lourds en orbite. Le problème, c'est que malgré tous les tests qui avaient été réalisés, quand ils ont lancé le premier module d'Ariane, enfin le premier lanceur Ariane 5, eh bien, il y a eu un problème dans les stabilisateurs. La, la, la fusée s'est mise à faire des zigzags un peu dans tous les sens. Et pour éviter que la fusée ne s'écrase sur une ville, parce que là, ça aurait pu faire des morts, ils ont été obligés d'appuyer sur le gros bouton rouge et de la faire exploser. Coût de l'erreur, 160 millions d'euros. Ça fait mal. Voilà. Alors, du coup, c'est quand même une erreur à 160 millions d'euros. Et là, vous devez quand même comprendre de ce que je suis en train de dire. Une erreur à 160 millions d'euros, alors que les gars qui ont codé ça, enfin les gars, pas de sexisme, hein, il y a des développeuses extraordinaires dans l'équipe d'Ariane, hein, bien sûr. C'est juste une façon de parler, excusez-moi. Donc, bien sûr, dans l'équipe de développement, les gens qui sont dedans, c'est des gros balèzes, on va pas se mentir. Ils n'ont pas pris l'étudiant du bas de la promo, d'une fac obscure, voilà. Non, les gens qu'ils ont pris, c'est des gens qui sont solides, d'accord? C'est des gens qui ont de l'expérience. C'est pas des foufous, c'est des gens qui savent coder. Et malgré ça, eh ben, ils ont planté et ça a coûté 160 millions d'euros. Donc ce que je veux dire, c'est que le pointeur, la notion de pointeur, c'est quelque chose qui est vraiment très touchy. Vous êtes vraiment obligé de faire très attention à ce que vous êtes en train de réaliser, à ce que vous êtes en train de manipuler, parce que derrière, il peut y avoir de véritables conséquences. Et en particulier, quand on regarde ce qui s'est passé avec Ariane 5, c'est une erreur de développement qui a eu lieu plusieurs années avant qui est en cause. Parce que les personnes qui ont développé le stabilisateur, le module de stabilisateur pour Ariane 4 n'ont pas anticipé quelque chose. Je vous raconterai quoi après. Donc quand vous développez, vous devez faire attention parce que ayez toujours à l'esprit que votre code, potentiellement, il va être réutilisé par la suite. Un exemple tout bête de réutilisation. Vous êtes en TD avec votre prof préféré, d'accord? Et vous écrivez une fonction. Voilà, le prof vous dit attention, vous devez rajouter un if pour vérifier que telle condition est bien respectée. Et vous dites, oh mais non, on s'en fout, je sais que la condition est respectée, je mets pas mon if pour tester tel truc. Du coup, votre fonction, avec les paramètres que vous donnez, elle fonctionne. Et puis, c'est très bien. Et puis, un peu plus tard, on vous demande de réaliser un projet. Et dans votre projet, vous avez besoin de la fonction que vous aviez développée. Vous la reprenez, elle est là. Donc, vous prenez votre fonction que vous avez déjà développée. Bon. Ensuite, comme vous êtes en trinôme, par exemple, vous êtes à 3, vous donnez votre code à vos camarades pour qu'ils puissent l'exécuter. Et donc, il y a un de vos camarades qui a repris votre code. Et puis, comme il y a beaucoup de travail, il n'a pas le temps de relire votre code. Bon, votre projet est une réussite totale et Monsieur Delbo, qui vous adore, vous donne une super note, vous êtes fier, vous validez votre année, vous décidez de poursuivre dans l'amiage et d'être un développeur parce que le code, c'est la vie et vous êtes heureux. Arrive le L2. Le L2, on vous donne un projet qui va un peu plus loin, où là, on vous demande de rajouter un petit module de décision, on va pas dire d'intelligence artificielle, mais
presque, d'accord, un petit peu d'IA. Voilà. Alors, vous reprenez votre projet de L1 et puis vous allez l'améliorer. Vous allez rajouter une petite IA, une petite intelligence artificielle, parce que bah, effectivement, le projet est sympa et voilà, vous amusez bien. Votre prof trouve que le travail que vous avez fait, encore une fois, est extraordinaire et il vous dit: ah, mais franchement, votre programme, il est cool. L'an prochain, il faudra encore le prendre pour l'améliorer, pour rajouter telle et telle chose. Bon, vous avez compris le principe. Votre programme, vous allez le reprendre en L3. Et puis vous allez le reprendre en M1. Et puis vous allez le reprendre en M2. Et puis, une fois que vous serez en Master 2, vous allez avoir un programme mais excellent qui fait un truc super et tout, hyper puissant. À tel point que vous vous sentez pousser des ailes et vous dites: mais on pourrait créer une boîte avec ce programme. Et c'est sûrement vrai, ça nous est arrivé plusieurs fois. On a eu plusieurs étudiants qui ont monté des boîtes avec des projets de fin d'études. Et alors, bah, du coup, vous montez votre boîte. Et puis bah, là, vous donnez le projet à d'autres développeurs, et puis qui réutilisent votre code, etc. etc. Et, voilà. Et un jour, eh ben, il y a un énorme plantage. Et en fait, ce plantage, il vient d'où? Eh ben, il vient du code que vous avez réalisé en L1, parce que vous n'avez pas rajouté ce pauvre petit if que Monsieur Delbo vous avait dit de placer pour vérifier que telle condition était respectée. On a l'impression que ce que je vous raconte, c'est rocambolesque et c'est un peu absurde, parce qu'on ne va pas récupérer du code de L1 pour un projet d'une startup. Et ben en fait, détrompez-vous. Parce que vraiment, on arrive dans une ère actuellement où le code, il est pris et réutilisé en permanence. On n'a plus le temps de tout redévelopper. On a des programmes de plus en plus avancés et qui nécessitent de reprendre le code déjà existant et de lui faire confiance. Le problème, c'est que s'il y a des erreurs dans ce code, eh ben, votre projet, finalement, va contenir ces erreurs-là. Alors, revenons sur la notion de pointeur. Il y a plein de langages de programmation pour lesquels on pourrait penser qu'il n'y a pas cette notion de pointeur a priori. Vous avez sûrement des camarades qui sont dans d'autres formations et qui, par exemple, apprennent à programmer en langage Python plutôt qu'en langage C. On apprend le Python là en parallèle au Ouais, alors langage oui, là, oui. C'est actuellement. vrai que vous apprenez le Python en parallèle. Je dis bien en parallèle. Mais il y a des formations où ils apprennent à coder directement en Python. Dans les prépas, par exemple, ils font du MATLAB, ils font du Python, ils vont pas faire du C. D'accord? Il y a plein d'écoles d'ingénieurs où ils font que du Python. Il y a d'autres universités où ils commencent par Java. Voilà. Et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément les pointeurs dans ces langages-là. Et le problème, c'est que les pointeurs, si vous comprenez comment fonctionnent les pointeurs, vous allez vraiment comprendre ce qu'est la mémoire d'un ordinateur. Et dans les autres langages qui semblent s'abstraire des pointeurs, en fait, ils ne s'en abstraient pas vraiment. C'est juste qu'on ne vous explique pas que ça, c'est un pointeur. Et du coup, vous allez avoir des comportements qui vont être a priori absurdes si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un pointeur. Par exemple, en Python, quand vous copiez une liste ou un ensemble, eh bien, très vite, vous allez pouvoir faire des erreurs si vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un pointeur. Voilà. Alors, il faut aussi se rappeler que le langage C, historiquement, il a été créé pour vous aider à concevoir des systèmes d'exploitation. Et le rôle d'un système d'exploitation, c'est quoi en particulier? Son rôle, c'est de gérer la mémoire. Donc, le langage C, il est justement extraordinaire de ce point de vue-là, c'est qu'il va vous permettre de manipuler le plus finement possible la mémoire d'un ordinateur. Et alors, tellement finement que si vous souhaitez faire du hacking ou des choses comme ça, bah, vous pouvez tout à fait utiliser ce langage parce que ça vous permet de manipuler la mémoire comme vous voulez, donc de faire un peu... voilà. Alors, les pointeurs, c'est
encore, il y a un autre truc qui est très particulier avec cette notion, c'est que les enseignants insistent énormément sur la notion de pointeur. On passe vraiment beaucoup de temps à parler des pointeurs parce que là, je vous fais le cours, on va faire les TD, mais j'aurai des questions qui vont revenir dans les prochaines séances, on va revenir, ensuite on va aborder un autre sujet et hop, en embuscade, qu'est-ce qu'on aura? On aura les pointeurs, etc., etc. Et donc en fait, les pointeurs, on va voir ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour autant, il y a eu une étude qui avait été réalisée auprès de développeurs chevronnés, c'était aux États-Unis, et 70% de ces développeurs ont déclaré, alors c'était plus 70 exactement, hein, c'est en gros, ont déclaré avoir compris cette notion en travaillant seuls chez eux. Et moi, ça m'a fait marrer cette étude parce que justement, je suis dans ce cas-là. Quand j'étais à votre place, moi j'ai fait un IUT d'informatique, quand j'étais à votre place, les profs ont énormément insisté sur la notion de pointeur. Et en fait, j'ai compris la notion de pointeur en faisant mon projet de programmation tout seul chez moi et en redéveloppant des choses et en geekant. Parce que c'est vraiment, il y avait un comportement que je n'arrivais pas à comprendre et tout d'un coup, en bossant tout seul, ça a fait boum. Et alors, vous voyez que c'est un peu paradoxal. C'est la notion sur laquelle les enseignants insistent le plus, mais que les étudiants comprennent le plus en étant seuls chez eux. Ça ne veut pas dire que les enseignants sont mauvais. Ça veut dire que c'est vraiment une notion que vous devez travailler chez vous parce qu'elle est vraiment touchy et que on peut passer autant de temps qu'on veut. Il suffit pas de suivre un cours pour comprendre ce que c'est que les pointeurs. Vous devrez vraiment manipuler la notion pour la comprendre profondément, j'ai envie de dire. Sinon, vous allez passer à côté. Donc vraiment, n'hésitez pas à coder, 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 coder et encore coder. Et surtout, à manipuler des pointeurs dans tous les sens, à vous poser des tonnes de questions et à expérimenter. Testez dans votre code à vous les choses. C'est très facile de me poser une question, mais vous faites les essais. Essayez de voir ce que ça donne. Et après, s'il y a un comportement que vous ne comprenez pas, là, venez me voir et on en discute. Monsieur, Oui, est-ce qu'on aura un poly sans titre aussi? oui, oui, oui. Mais, non, mais bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Euh, bien sûr. Alors, avant de voir les pointeurs, qu'est-ce que c'est que la mémoire d'un ordinateur? La mémoire d'un ordinateur, ça peut être vu comme une succession d'octets. Alors, vous savez que l'octet, c'est la notion, c'est l'unité de mémoire la plus petite qu'on peut manipuler dans un langage de programmation. Un octet, ça contient 8 bits, c'est-à-dire 8 cases mémoire qui peuvent valoir 0 ou 1. Et en fait, même si les langages de programmation vous permettent de modifier la valeur d'un bit, l'unité de base, c'est l'octet. D'accord? Donc, il faut voir que la mémoire, c'est une succession de cases qui contient à chaque fois 8 bits. C'est octet par octet. Alors, on peut la voir comme un tableau, là, comme je l'ai représenté. Et chaque octet a une adresse. Et les adresses, elles sont successives. Alors là, vous voyez, il y a des trucs bizarres, parce qu'il y a des FF. Mais en fait, comprenez bien que les adresses, c'est des entiers. C'est juste que, par convention, au lieu d'afficher les adresses en base 10, donc base 10, c'est-à-dire avec 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'usage veut qu'on utilise une base 16, en hexadécimal. C'est-à-dire qu'on utilise 16 chiffres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. D'accord? Et voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est des entiers. D'accord? Et ces entiers se suivent. C'est juste une convention. La première adresse, elle commence à 1. C'est-à-dire que le premier octet de votre mémoire, il a pour adresse 1. Alors attention, parce que c'est pas comme pour les tableaux, où quand on manipule un tableau, la première case d'un tableau a pour indice la valeur 0. Là, la première adresse mémoire a pour valeur 1. Ok? Bon, voilà, c'est des cases qui sont les unes à la suite des autres qui sont collées.
quand vous allez déclarer une variable. Alors par exemple, vous déclarez dans la fonction principale une variable entière. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez automatiquement, en fait la déclaration va automatiquement réserver un espace mémoire pour cette variable. Quelle est la quantité de mémoire qui va être réservée? Suivant que vous déclarez une variable entière, ou un char, ou un short, ou un float, eh ben, on n'a pas besoin de la même quantité de mémoire. Donc, la quantité de mémoire adéquate va être réservée automatiquement. Et ensuite, on va lier le nom de la variable que vous déclarez à cet espace mémoire-là. Ce qui fait que quand vous allez dire je déclare la variable Toto, et ensuite vous dites Toto égale 5, vous dites dans la variable Toto, je mets la valeur 5, l'ordinateur lui dit Toto, c'est la variable qui est liée à cet espace mémoire-là, et donc à cet endroit-là de la mémoire, je vais placer la valeur 5. Alors je vous disais que les types de données n'ont pas tous la même taille. Comment connaître le nombre d'octets, donc la quantité de mémoire nécessaire pour enregistrer un type de données? Il y a un opérateur qui s'appelle ZISOF. Alors on peut le manipuler comme une fonction, d'accord? Vous voyez que là dans mon programme, je demande à afficher des chaînes de caractères, tac, 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 et à chaque fois après je mets comme paramètre ZISOF void, ZISOF char, ZISOF short. Je l'utilise comme une fonction, mais en fait, ZISOF est un opérateur du langage C. Et cet opérateur, il va prendre le type de données que vous mettez en paramètre, et il va vous retourner le nombre d'octets utilisés par ce type de données-là. Par exemple, les entiers. ZISOF int, ici, ça vous a mis 4. Alors, je tiens à attirer votre attention sur ce point précis. Faites très attention. Suivant l'ordinateur que vous avez, et en particulier l'architecture du processeur, suivant le système d'exploitation que vous utilisez, suivant le compilateur que vous avez installé, et sa configuration, le nombre d'octets utilisés par un type de données peut varier fortement. Par exemple, sur ma machine, là, quand j'ai lancé ZISOF int, j'ai eu 4. C'est-à-dire que chez moi, les entiers utilisent 4 octets. Mais sur un autre ordinateur, ça pourrait être 8. Et vous n'avez pas le droit de présupposer que le nombre d'octets utilisés par un type est une constante. Vous n'avez pas le droit de dire le nombre d'octets d'un entier, c'est 4. Ne faites jamais cette erreur-là. D'accord? Même si vous savez que c'est 4, n'utilisez jamais la valeur 4. Quand vous voulez manipuler le nombre d'octets d'un type de données, vous devez appeler l'opérateur qui va vous dire « Ah, le nombre d'octets de ce type-là, c'est ça. » On verra les conséquences plus tard, d'accord? Mais faites-moi confiance là-dessus. Donc si jamais, à un moment, je vous demande quel est le nombre d'octets utilisés par un entier, ne me répondez pas 4. Répondez-moi ZISOF int. D'accord? C'est vraiment crucial ce que je vous dis, parce que ça va amener à des erreurs qu'on va voir, qu'on va étudier un peu après, qui sont assez violentes. Donc, pour connaître le nombre d'octets, j'insiste, d'un type, c'est ZISOF le type. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, malgré ce que je viens de vous dire, je vais considérer ce résultat-là. D'accord? Donc chez moi, les octets, le nombre d'octets utilisés par un entier, c'est 4. Le nombre d'octets utilisés par une variable de type char, c'est 1. Etc. etc. Short, c'est 2. Et donc, voilà l'effet que ça va produire en mémoire si je déclare 3 variables différentes. Là, je déclare une variable que j'ai appelée Toto, qui est un entier, une variable NB qui est de type short, alors short c'est un entier court, et un char que j'ai appelé C. Et ensuite,
je vais initialiser ces variables avec des valeurs différentes. D'accord? Donc dans la variable Toto, je vais mettre la valeur 65 000. Dans la variable NB, je vais mettre la valeur 200. Et dans la variable C, je vais mettre le caractère B. Et voilà l'effet qui va être produit en mémoire. Pour chacune de ces variables-là, on va réserver un espace mémoire automatiquement qui correspond au type de la donnée. Donc là, comme mes entiers sont codés sur 4 octets, hein, d'accord, size of int chez moi c'est 4, vous voyez que ça a réservé une plage de 4 octets consécutifs. Et dans cette plage de 4 octets consécutifs, j'ai placé la valeur 65 000. D'accord? Cette plage, elle est associée à la variable Toto. De la même manière, le caractère C, eh bien, il est associé à un espace mémoire qui est sur 1 octet, et dedans, j'ai placé la valeur B. Et de la même manière, dans la variable NB, qui correspond à un espace de 2 octets, j'ai placé la valeur 200. Monsieur, Ouais. qu'est-ce que ça signifie exactement quand on dit la valeur correspond à 4 octets? Elle est associée à un espace de 4 octets. Ça veut dire C'est-à-dire qu'elle est présente dans chaque octet. Non, alors ça veut pas dire qu'elle est présente sur chaque octet. Ça veut dire le nombre d'octets, il te sert à exprimer plus ou moins de valeurs. Par exemple, si tu prends les chars, ils sont sur 1 octet. D'accord? Un octet, c'est quoi? C'est 8 bits. Combien de valeurs différentes tu peux coder? 2 puissance 8. Ouais, voilà, exactement, 2 puissance 8. Donc tu ne peux avoir que 256 valeurs différentes pour un caractère. Donc c'est pour ça qu'on a l'alphabet en minuscule, on a l'alphabet en majuscule, donc ça nous fait 26 plus 26, ça nous fait 52. Ensuite, tu as les caractères de ponctuation. Ensuite, tu as le saut de ligne. Ensuite, tu as tatati tatata. Tu vois, tu en as un certain nombre. Tu as les chiffres. Tu as, voilà. Et donc, on a 256 valeurs qui peuvent être utilisées pour un caractère. D'accord? Maintenant, quand tu vas utiliser un entier, tu as besoin de coder plein de valeurs. Parce que tu vas pas t'arrêter à 255 ou 256. Toi, tu vas aller sur des valeurs qui sont beaucoup plus grandes. Là, dans mon exemple, je vais jusqu'à 65 000. Mais en fait, tu peux aller tu peux aller jusqu'à combien? Eh bien, presque 2 puissance le nombre d'octets. D'accord? Le nombre d'octets te permet... non, le nombre de bits dépend du nombre d'octets. Et 2 puissance le nombre de bits, c'est le nombre de valeurs différentes que tu peux coder. Donc les entiers, ils sont signés, par exemple. Donc ça va de moins je sais pas combien de milliards à plus je sais pas combien de milliards. D'accord. En fait, on réserve une quantité de... Ouais, tu de réserves bits. une quantité de mémoire qui va permettre d'enregistrer toutes les valeurs sur ton ensemble de définitions. Alors, par exemple, on va reprendre... attends, je vous fais un petit exemple là, directement en live. Alors, attends, min. Max. Voilà. Et là, je vais vous mettre la variable int min et int max. Voilà. Et alors, ça c'est dans une bibliothèque qui s'appelle limits.h qui vous permet de connaître la valeur maximum d'un type de données et la valeur minimum. Donc là, dans cette bibliothèque-là, il y a une constante qui s'appelle int min qui contient la valeur de l'entier minimum et une valeur int max qui contient la valeur de l'entier maximum. Ces valeurs-là, int min et int max, elles dépendent du nombre d'octets utilisés dans votre mémoire. D'accord? Donc là, dans mon exemple, sur mon ordinateur, le nombre d'octets utilisés par le type int, c'est 4. D'accord?
sachant qu'on autorise les entiers à être positifs ou négatifs, ça nous fait un certain nombre de valeurs, et la valeur minimum, elle est dans int min, et la valeur maximum, elle est dans int max. Voilà ce que ça va donner. Vous voyez? Donc là, alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc la valeur minimum, c'est 2 milliards 147 millions 483 648. Ça, c'est la valeur la plus petite du plus petit entier. D'accord? Et de l'autre côté, on a la valeur de l'entier maximum. D'accord? Donc ça veut dire que d'enregistrer mon entier sur 4 octets me permet d'enregistrer dans un entier n'importe quelle valeur située dans cet intervalle-là inclus, les bornes inclus. C'est clair ou pas? Oui, merci. Voilà. Alors, voilà. Donc on en est là. Alors, une autre chose. Là, vous voyez que mes variables, elles ne sont pas côte à côte dans la mémoire. Quand vous déclarez vos variables, il y a un mécanisme qui va se mettre en œuvre de réservation de la mémoire. C'est lui qui décide où placer les variables dans la mémoire. Et il ne va pas forcément les placer côte à côte. On pourrait croire que c'est une bonne idée de placer des variables côte à côte en mémoire, parce que ça va économiser de la mémoire. Là, c'est vrai que, regardez, là, je déclare un entier, ensuite j'ai 2 octets de libre, et là, je déclare une autre variable. Alors que si je l'avais déclaré ici, ça m'aurait permis d'avoir plus de mémoire de libre consécutive. Mais il y a des histoires d'alignement de la mémoire qui font que pour aller plus vite, pour qu'il y ait une meilleure exécution, une exécution de votre programme qui soit plus rapide, l'endroit où on va placer en mémoire les variables ne dépend pas de vous, et ça dépend d'un algorithme, d'accord, qui optimise la vitesse d'exécution de votre programme. Bref, pour vous, c'est transparent, et vous fichez de où c'est placé exactement en mémoire. Juste, retenez l'information que la déclaration des différentes variables ne se fait pas nécessairement à la suite, de manière contiguë, en mémoire. Voilà. Alors, ok, j'ai mes différentes variables. D'après vous, quelles vont être les adresses des 3 variables que je vous ai montrées là en mémoire? Est-ce que vous avez une idée? Ça doit être un intervalle. Alors, il n'y a pas besoin d'intervalle, justement. Mais c'est une très bonne réponse, hein, qui est tout à fait logique. Mais tu as oublié une chose, c'est que on connaît le type de la donnée. On sait qu'un entier, c'est size of int, octet. Donc, comme tu sais, dans mon cas, que c'est 4 octets, est-ce que tu as besoin de connaître le dernier octet? Non. Tu as juste Non. besoin de connaître le premier octet, parce que comme tu connais la taille, eh ben, tu sais que tu pars du premier et tu en comptes 4. C'est que les variables, du coup, comme on connaît le type de la variable, grâce à l'opérateur sizeof, on connaît le nombre d'octets qui doit être utilisé pour ce type de données-là, et donc on a besoin de connaître uniquement l'adresse du premier octet pour connaître l'ensemble des octets utilisés par une variable. Donc là, pour la variable Toto, si je sais que son adresse c'est 0028FF 40, eh bien, comme je sais que c'est 4 octets, après je vais faire 41, 42 et 43. D'accord? Donc, l'adresse d'une variable, c'est l'adresse du premier octet de cette variable. Voilà. On va voir à quoi ça sert, bien sûr, après, vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que... Monsieur, Oui, juste, vous êtes passé rapidement, oui, mais il y avait short, long et long. ouais. Mais vous avez dit, on ne doit pas, comment dire? On En doit gros, pas on ne doit pas présupposer à l'avance Ouais, combien d'octets
enfin, je sais pas, notre donnée, elle va faire, Ouais. mais avec ces variables en soi, on est censé, je sais pas comment expliquer, mais en gros, on est censé présupposer à l'avance si on veut utiliser, si on utilise Alors ça. attends. Alors, en fait, quand tu déclares une variable, toi, tu vas lui donner un type. D'accord? Et une fois que tu as donné le type, c'est déclaré automatiquement. Mais le truc, c'est que tu vas voir que par la suite, donc en fait, la taille, tu t'en fiches un peu. D'accord? Le seul impact que ça va avoir pour toi, concrètement, quand tu déclares int Toto, c'est que ça va impacter les valeurs maximum et minimum. Donc ça, elles sont définies dans la bibliothèque limits.h et tu peux faire des vérifications, par exemple. Bon, c'est pas un problème. D'accord? Là où ça va être un problème, c'est que après, on va manipuler la mémoire, justement. Et pour manipuler la mémoire, on aura besoin de connaître le nombre d'octets des variables. Et donc, c'est là qu'on aura le problème, c'est que si on présuppose du nombre d'octets de la variable, on peut se tromper. Par exemple, imagine, je dis, bah, ma variable, elle fait 4 octets, alors qu'elle fait 8 octets. Tu vois qu'il y a un problème d'inconsistance et que ça peut mener à des problèmes. Et d'ailleurs, je vais vous illustrer un problème. Voilà. Donc, tu t'inquiètes pas, on va revenir sur ça un peu après. Et si à la fin du cours, c'est toujours pas clair, eh ben, tu me reposes ta question et je réexplique. D'accord? Oui, merci. Bah, de rien. Alors, je vous disais que l'adresse d'une variable, c'est l'adresse du premier octet de cette variable. Et comment connaître l'adresse de la variable? Eh ben, c'est très simple. On va utiliser l'opérateur unaire et le et commercial. En français, le esperluette. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette information, ça me fait plaisir. Voilà, donc n'oubliez pas que ce caractère-là, en français, on appelle ça esperluette. Voilà. Donc, vous placez le et commercial devant le nom de la variable, et donc, au lieu d'utiliser la valeur de la variable, ça va vous donner l'adresse de la variable. Un exemple de code, regardez. Là, j'ai juste fait une petite fonction principale et je déclare une variable entière qui s'appelle x. Et je lui affecte la valeur 1. Bon, bah, le premier printf, je lui affiche la valeur, d'accord? Donc, vous voyez ici, j'utilise la valeur de la variable x, c'est-à-dire 1, que je vais afficher ici. Dans mon deuxième printf, là, ce que je fais, c'est que j'ai une variable x, et au lieu d'afficher sa valeur, je vais afficher son adresse. Et donc, au lieu de mettre x, comme je souhaite afficher son adresse, je mets et x. Et alors, vous voyez ici, j'ai pas mis %d, mais j'ai mis %p. Alors, ça, on s'en fiche un peu. C'est juste un usage. Quand vous souhaitez afficher une adresse mémoire, utilisez le %p. Mais vous avez le droit d'utiliser %d, ça fonctionne aussi. C'est juste que quand on utilise %p, ça va dire qu'on affiche en hexadécimal, c'est-à-dire 00, 28, FF 44 par exemple. Si vous mettez en %d, ça va afficher le même entier, mais représenté en décimal. Donc vous aurez des valeurs différentes, mais ça sera quand même bien l'adresse. D'accord? Voilà. Monsieur, Ouais? et pour savoir toute l'adresse, par exemple, comment entier, pour vous, vous avez 4 octets. Est-ce qu'on rajoute après size of pour savoir tout partout? Alors, toi, tu connais l'adresse du premier octet. Et ce que Oui. j'ai dit, regarde, c'est que les adresses, elles sont, chaque octet est consécutif dans la mémoire et possède une adresse croissante. Donc à partir du moment où tu connais l'adresse du premier élément, bah, le suivant, c'est l'octet plus 1. Tu vois, là on était à 0028FF40. Bah, le suivant, c'est 0028FF41, FF42, FF43. D'accord? Donc c'est successif dans la mémoire. Donc tu connais l'adresse du premier élément,
tu connais le nombre d'octets, donc tu es capable de connaître la valeur de chacun des octets qui composent ta variable. D'accord? C'était ça ta question? Oui, c'était ça, mais si on ne connaît pas le nombre exact des entiers, d'octets, Ah bah si, tu le connais. Parce que, enfin, tu as le droit de le connaître parce que tu as l'opérateur Zaizov. C'est d'accord, lui qui va te retourner. Donc tu as le droit. Tu le connaîtras. D'accord? C'est à ça qui sert cet opérateur, justement. C'est à connaître le nombre d'octets. d'accord, merci. Alors, une petite remarque qui a l'air sûrement un peu débile, hein, mais je préfère insister dessus. Là, dans l'exemple qui précède, je vous ai montré la valeur. Là, on utilise la valeur de la variable x. Et là, l'adresse de la variable x. C'est pas la même chose, hein. Donc faites très attention. La valeur, c'est ce qui est contenu dans la variable, donc 1. L'adresse, c'est l'endroit où est située la variable. Alors, la semaine dernière, je vous ai présenté la fonction scanf, qui permet de saisir un entier au clavier. Et je vous ai dit, ah là là, il y a devant le nom de la variable, vous mettez un « et » commercial, on s'en fiche de savoir pourquoi, faites-le, et on expliquera ça par la suite. Et regardez maintenant, si vous lisez l'appel de fonction à scanf, on a un premier paramètre effectif et un deuxième paramètre effectif. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on va manipuler la variable x, mais en fait, on manipule, voilà, on utilise son adresse. C'est exactement ça. Voilà. Donc, en fait, la fonction scanf, c'est une fonction. Et quand on l'appelle, on modifie la valeur d'une variable. Et cette modification, elle est persistante même après la fin de l'appel de la fonction. Et vous voyez tout à l'heure, quand on terminait le cours sur les fonctions, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas, dans une fonction, en l'état actuel de nos connaissances, modifier la valeur modifier plus que la valeur d'une variable. Et là, en fait, avec scanf, on vous montre comment faire. Plutôt que de passer une variable qu'on va modifier, et en fait, avec le jeu des paramètres formels et effectifs, la modification ne va pas se répercuter à l'extérieur de l'appel de votre fonction. Mais si vous donnez l'adresse de la mémoire, eh bien on sait directement où mettre la valeur. Et donc on va pouvoir modifier le contenu de plusieurs variables. Tout ça parce qu'on manipule l'adresse en mémoire et non pas la valeur. On va revenir dessus. Vous allez avoir des exemples, ne vous inquiétez pas. Monsieur? Ouais. Donc là, en fait, le programme, justement, il demandait, on rentrait l'adresse d'une variable, c'est ça? Et ouais, sans le savoir. Mais tu comprends que pédagogiquement, on ne peut pas encore vous parler d'adresse et tout ça parce que ça va juste vous embrouiller. Donc le plus simple, c'est de vous dire, vous mettez un « et » commercial dedans sans réfléchir. Et ensuite, quand on fait le cours sur les pointeurs, on vous explique pourquoi. Et pour pourcentage D, alors qu'on s'avait dit avant qu'il fallait mettre un pourcentage P pour les adresses. Ah non. Alors, justement. C'est ça? Ok, regarde. Là, le pourcent D va servir à dire que c'est un entier qu'on va récupérer depuis le clavier. On va récupérer un entier et on va l'écrire où? À l'adresse de la variable x. Ok. D'accord? Alors, ça peut soulever un certain nombre de questions et je ne veux pas y répondre tout de suite parce que sinon ça va un peu spoiler tout le monde. D'accord? On va revenir dessus. Si à la fin du cours c'est pas clair, on en rediscute. Ok? Ça marche. Je suis désolé, je suis obligé de... Voilà. Ok. Voilà. Alors, un pointeur, qu'est-ce que c'est? Un pointeur, ça va être une variable qui va nous permettre de manipuler des adresses en mémoire.
C'est juste ça. D'accord? Donc, jusqu'à présent, on pouvait avoir des variables de type int, des variables de type char. Et bien maintenant, on va avoir des variables de type adresse. Et dans une adresse mémoire, dans une variable qui contient des adresses mémoire, on aura le droit, philosophiquement, de ne mettre que des adresses de variables en mémoire. D'accord? Quand un pointeur va contenir l'adresse d'une variable, eh bien, on dira que le pointeur pointe vers cette variable. Alors, pour déclarer un pointeur, vous allez mettre le type du pointeur. D'accord? Donc ça, on va revenir aussi pareil dessus. On va mettre le type du pointeur et une étoile. Vous savez, le signe multiplié. Donc, par exemple, si vous voulez manipuler des entiers, un pointeur d'entier, on va mettre int étoile, nom du pointeur. Si vous voulez un pointeur de char, ça va être char étoile, nom du pointeur. Etc. etc. D'accord? Donc la différence entre une variable et un pointeur vers cette variable, c'est que elles ont toutes les deux le même type, juste le pointeur, on rajoute une étoile. Monsieur, Ouais. mais le nom du pointeur, ça doit être le nom de la variable vers laquelle on pointe. Non, 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 c'est une autre variable, justement. Là, je vous donne un exemple. Ce que je fais là, à la ligne 6, c'est que je déclare un pointeur d'entier. D'accord? Alors, pour le moment, sachez juste que les pointeurs, c'est un peu particulier. Ils ne peuvent contenir une adresse que des variables d'un certain type. Donc, si je veux contenir une adresse d'un entier, je dois faire un int étoile. Si je veux contenir l'adresse d'un caractère, c'est un char étoile, etc., etc. Donc, ici, à la ligne 6, je vais déclarer un pointeur que j'appelle P, et qui est un pointeur vers un entier. Donc, je dois écrire int étoile P. Donc, le nom de mon pointeur, c'est une variable comme n'importe lesquelles, ça s'appelle P. Et c'est un pointeur vers un entier. Ensuite, je déclare un entier que j'appelle x et que j'initialise à 1. Donc, comme tout à l'heure, j'affiche la valeur de x et j'affiche l'adresse de la variable x. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mon pointeur, je vais enregistrer l'adresse de la variable x. D'accord? Parce que le pointeur, c'est une variable qui peut contenir une adresse mémoire. Donc le contenu doit être une adresse. Alors, là, j'affiche, vous voyez, à la ligne 12, j'affiche la valeur de P. Donc la valeur de P, c'est le contenu. Comme x contenait 1, bah là, moi, P, il contient quoi? Il contient l'adresse de x. Et à la ligne 11, ce que j'affiche, c'est l'adresse de la variable P. Je sais que ça peut embrouiller certains d'entre vous. Mais mon pointeur P, c'est une variable. Donc cette variable a elle-même une adresse en mémoire. Et elle a un contenu, une valeur. Et cette valeur, c'est ce qu'on a mis dedans, c'est l'adresse de la variable x. Un schéma, vous allez voir que ça explique un peu tout. J'ai déclaré la variable x et j'ai mis dedans la valeur 1. Donc ici, automatiquement, ça a déclaré un espace en mémoire de 4 octets, là, dans mon cas, et j'ai associé à cet espace la variable x. Dedans, j'ai mis la valeur 1. L'adresse de la variable x, c'est quoi? C'est l'adresse de son premier octet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est 0028FF40, dans notre cas, dans notre exemple. J'ai déclaré également un pointeur que j'ai appelé P, un pointeur d'entier. Il a été placé ici, sur 4 octets, bah c'est comme ça. Et parce que le type adresse, c'est sur 4 octets sur ma machine. Alors, j'ai associé cet espace mémoire-là au nom P, parce que c'est ma variable qui s'appelle P. Et comme j'ai mis P égale l'adresse de x, le contenu de mon pointeur, de P, c'est quoi? C'est l'adresse de la variable x. Donc 0028FF40.
Ça, c'est clair pour tout le monde ou pas? Est-ce que c'est clair? Excusez-moi, monsieur. Oui. Ouais. Oui. Pourquoi vous mettez pas étoile P parce que le étoile, on est d'accord qu'il fait partie du nom de la. Alors non, justement, il fait partie du D'accord. type, il fait pas partie du nom. D'accord. C'est uniquement lors de la déclaration. Après, quand tu manipules ton pointeur, tu ne mets pas le étoile. Justement, on va le réutiliser le étoile après et tu vas voir que c'est là que ça va devenir chaud. Alors, Monsieur, oui. juste on est d'accord que le pointeur, il aurait pu être placé, je sais pas, 5 cases à côté. Ah oui, Enfin, oui, là, oui, c'est oui, un... oui, 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 ça c'est Ok. pas, c'est une variable et il y a un algorithme qui place les variables à différents endroits de la mémoire. C'est pas vous que ça concerne. Là, moi, c'est dans l'exemple hein, que j'ai fait ça. Et monsieur, Oui. j'ai pas compris pourquoi vous avez mis le pourcentage P au lieu de pourcentage D à côté du P Ah oui, à la alors, ligne 12. le pourcentage D, c'est quand tu souhaites afficher un entier. D'accord? Quand tu souhaites afficher une adresse, tu utilises un pourcent %P. Alors, Ok, un ok. moyen mnémotechnique, pourcent %P, P pointeur. Tu veux afficher une adresse mémoire, donc un pointeur, pourcent %P. D'accord? Après, ce que j'expliquais, c'est que ça, c'est pour être propre. On aurait très bien pu mettre un pourcent %D. Parce que, en fait, les adresses, l'usage veut qu'on les affiche en hexadécimal. C'est à ça que sert le pourcent %P, à afficher les adresses en hexadécimal. Mais si tu avais affiché pourcent %D, ça aurait pris le même nombre, mais ça l'aurait affiché en décimal, en base 10. Tu pourras faire l'essai, tu vois, de remplacer le pourcent %P par un pourcent %D. Tu verras que ça marchera, c'est juste l'affichage qui sera différent. D'accord? Donc là, pour le D'accord, moment, d'accord. nous, il n'y a aucun enjeu sur ça. Aucun. Ok, ok, merci. Monsieur, Oui, dans la ligne 10, le P, il a pris l'adresse de X, c'est ça? ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, ici, à la ligne 7, dans X, je mets la valeur 1. Et bien, à la ligne 10, dans P, je mets la valeur adresse de X. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, une fois qu'on a ça, d'accord? C'est-à-dire que P pointe vers la variable X. C'est-à-dire que P contient l'adresse de la variable X. Ce qui serait amusant, ça serait qu'à partir de la variable P, de mon pointeur, comme je connais l'adresse de la variable X, que grâce à cette adresse, je sois capable de modifier la valeur de la variable X. D'accord? Ce que je veux, c'est pouvoir accéder, modifier le contenu de la variable X à partir de l'adresse de cette variable. Voilà, alors, votre camarade m'avait parlé du étoile, donc on arrive tout de suite sur le étoile. Le étoile, alors, c'est bien sûr le signe d'une multiplication. Par exemple, si vous faites A étoile B, comme vous avez deux opérandes, A et B, ça comprend qu'il s'agit de la multiplication. Mais, s'il y a une seule opérande, par exemple, que je fais étoile P, il comprend qu'il ne s'agit pas de la multiplication, mais de l'opérateur d'indirection. L'opérateur d'indirection, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de prendre l'adresse qui est dans un pointeur et d'accéder au contenu situé à cette adresse-là. On va voir précisément ce que ça veut dire parce que vous avez besoin de manipuler ça. Voilà. Mais monsieur, Oui? si on avait juste laissé étoile P, ça veut dire que étoile P, sa valeur, c'était son adresse? Ou pas? Comment ça? Si on avait affiché étoile P directement après, euh... sans que ça prenne X. Ah, alors attends. Je continue et on répond à ta question après. D'accord? Parce que là, justement, tu vas voir. Avec mon exemple, j'espère que ça va répondre à la question. Alors, là, j'ai repris l'exemple d'avant. D'accord? Sauf que, après avoir mis dans P
l'adresse de la variable x, cette fois-ci, je dis étoile P égale 5. Et vous voyez que on va manipuler à la fois P et on va manipuler étoile P. La signification, elle est très différente. Quand on manipule P, on manipule la variable P. Et donc dedans, on doit mettre des adresses. Donc par exemple, l'adresse de la variable x. Quand on manipule étoile P, ça signifie qu'on regarde l'adresse qui est dans P, on va à cette adresse-là, et là, on modifie les choses. Donc, comme P contient l'adresse de la variable x, quand je vais faire étoile P égale 5, je vais lire l'adresse qui est dans P, c'est l'adresse de x, je vais à l'adresse de x, et là, je vais placer la valeur 5. Et donc ici, l'affichage, ça va être 5 quand j'affiche la valeur de x. Ça veut dire que quand on met étoile P, c'est comme si on mettait x égale 5. Alors, c'est la même chose, sauf que on passe par son adresse. D'accord, merci. Et ça change quoi de passer par son adresse au lieu de Alors, écrire tout ça, simplement eh x bien, égale 5? Eh bien ça permet des milliards de choses. Ça va te permettre de manipuler la mémoire comme tu le souhaites. Et tu vas voir que dans plein de cas, ça va nous être utile. En particulier, ça va nous permettre de modifier le contenu des variables depuis une fonction. Alors que jusqu'à présent, justement, ce qu'on avait vu avec la portée des variables et les paramètres formels et effectifs, pardon, c'était que les modifications qu'on apportait au sein d'une fonction n'existaient qu'au sein de cette fonction. Dès qu'on ressortait, on retournait sur les valeurs initiales. Tu te rappelles de ça? Et donc là, en utilisant les pointeurs, eh bien, ça va permettre de modifier la valeur des variables et que cette modification soit persistante même après la fin de l'exécution de ta fonction. Ok, d'accord, merci. Ouais, Monsieur, je sais que pour le moment, c'est encore un peu flou. Oui? monsieur, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? J'ai pas très bien compris la différence entre P et étoile P. Alors, P, c'est une variable pointeur. Donc, elle doit contenir uniquement des adresses. OK? Donc, dans P, je mets l'adresse de la variable x. Ça va? Oui, oui, ça va. OK. Maintenant, quand je fais étoile P, ça veut dire que je regarde quelle est l'adresse qui est dans P. Donc, tu as vu que juste avant, on a mis dans P, on a mis l'adresse de la variable x. Donc, quand je fais étoile P, je regarde quelle est cette adresse, je dis, ah tiens, c'est l'adresse de la variable x. Je vais à cet espace mémoire-là, et là, je modifie la valeur. D'accord. Ça veut dire, quand on est là, quand je fais étoile P égale 5, j'accède à P, je regarde ce qu'il y a dedans, 0028 FF40. Je vais à l'adresse 0028 FF40, c'est ici. Et là, je mets la valeur 5. Donc je vais remplacer mon 1 ici par la valeur 5. D'accord? D'accord, merci. À partir d'un pointeur, je peux modifier le contenu d'une autre variable. Voilà. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'un pointeur, enfin que les adresses des cases mémoire, des octets, commençaient à 1. Le problème des pointeurs, c'est que y a toujours une valeur dedans. Toute variable possède une valeur, même si vous ne l'avez pas initialisé. Par exemple, si je prends un entier, je fais int toto, je fais printf %d anti/n virgule toto, tac, ça va m'afficher une valeur. Et pourtant, j'ai rien mis dans toto. Là, ça m'a affiché 0. Bon. Alors, vous voyez que quand on n'initialise pas, ça va mettre 0. Alors, par exemple, attendez, je vais essayer de faire un test. Voilà. Bon, non, ça m'affiche toujours 0, je suis sur une zone mémoire. Alors, en fait, vous voyez que quand j'affiche, je n'initialise pas la valeur,
ça me met une valeur arbitraire, et là, ça me met 0. Vous devez savoir une chose, c'est que ça n'initialise pas automatiquement à 0, en fait. Ça va réserver la mémoire, et ça va prendre le contenu qui est situé à cette adresse-là. C'est-à-dire que quand on déclare une variable, si jamais vous n'initialisez pas, le contenu par défaut, c'est le contenu qui est situé dans la mémoire à cette adresse-là. Ça peut être un résidu de votre programme précédent. D'accord? Donc ça peut être 0, mais ça peut être 1, ça peut être 5, ça peut être 10. Alors c'est problématique quand vous réalisez une fonction, mais quand on manipule la mémoire, ça peut être catastrophique. Parce que c'est ça qui peut faire planter votre programme. Donc, quand on manipule un pointeur, vous devez toujours l'initialiser. C'est-à-dire lui mettre une valeur, l'adresse d'une case mémoire qui n'existe pas. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'adresse du premier octet, c'est 1. Donc on sait qu'il y a une adresse qui n'existe pas, c'est l'adresse 0. Et c'est pour ça qu'on a défini une constante qui est associée à une adresse qui n'existe pas, qui est la constante null, N-U-L-L en majuscule. Donc quand on initialise la variable, votre pointeur, eh bien, il faut l'initialiser à nul. Alors par exemple, int toto égale 5, d'accord. Int étoile p, je l'initialise à nul, d'accord. Ensuite, je fais p égale l'adresse de toto, d'accord. Et maintenant, je vais prendre l'adresse qui est située dans p, j'y vais, et dedans, je mets la valeur 42, parce que c'est cool 42. Et là, ça m'affiche la valeur 42. C'est-à-dire que Toto, maintenant, vaut 42, alors que j'ai modifié uniquement le pointeur. Alors, Joséphine, pas du tout. E égale EX. Ça veut dire que dans le pointeur P, tu mets l'adresse de la variable X. Quand tu fais étoile P égale X, ça veut dire que tu regardes ton pointeur P, tu prends l'adresse qui est contenue dans ton pointeur, tu vas à cette adresse, et c'est cette adresse-là que tu modifies. Voilà. Voilà, donc c'était bien expliqué par Tom Hugues. Voilà. Voilà. Alors, une fois que vous avez... Oui? Dans votre exemple là, que vous avez fait Ouais. quand vous écrivez le programme, Oui? vous avez marqué que étoile P c'est égal à nul, mais pourquoi en bas vous n'avez pas mis nul égal à 42? Non, attends. Là, étoile P égale nul, ça veut dire que dans P, quand tu vois, là j'ai déclaré un int étoile, il s'appelle P. Et dedans, je mets la valeur nulle. Quand ici j'ai déclaré Toto, qui est de type int, j'ai mis à l'initialisation dedans, j'ai mis la valeur 5. C'est exactement la même. Là, le fait de dire que étoile P égale nul, ça veut dire que je dis explicitement que mon pointeur contient une adresse qui n'existe pas dans la mémoire. Ah, ok, j'avais compris. Et comme je dis que c'est une adresse qui n'existe pas dans la mémoire, en fait, je sais que pour la suite, si je vois cette valeur-là, ça veut dire que je n'ai pas initialisé mon pointeur. Voilà.